Ce qui est compliqué avec le populisme, c'est que c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps pour dire des choses assez différentes. Et donc on a tendance à disqualifier le terme au motif que l'utilisation est assez confuse. Et moi je considère qu'il faut sauver le terme parce qu'il a une valeur, il désigne quelque chose de spécifique. Donc je ne vais pas faire l'histoire du concept, parce que ça nous amènerait trop loin, et puis ce serait peut-être une espèce de point de spécialisation. Mais simplement vous dire que, pour vous donner une idée du spectre, quand on utilise la formule elle-même, quand on parle des populistes, originellement, sans partir dans des histoires plus anciennes qui nous amèneraient à mobiliser l'histoire de la démagogie, qui est une histoire très importante dans la politique, parce qu'au fond, des populistes, au sens de la démagogie, il y en a toujours eu. En particulier dans les moments de crise, puisque ça, c'est une chose qu'il faut poser tout de suite. Ce phénomène populiste apparaît dans les phases de crise profonde, et quand vous avez des phénomènes populistes, c'est que vous avez des crises. Donc, cherchez la crise. Donc là, effectivement, c'est une indication de plus que nous sommes en crise profonde. Mais l'usage dans un monde à peu près comparable au nôtre, si on peut dire ça, vous allez en juger, a commencé à la fin du XIXe siècle, de façon très différente déjà, dans la Russie tsariste et dans l'Amérique déjà démocratique et compétitive de la fin du XIXe siècle. Ça n'a rien à voir déjà, vous voyez. Dans la Russie tsariste, les populistes, ce sont un peu des, voilà, ce sont des gens comme vous, des jeunes gens éduqués, qui parcourent les campagnes pour émanciper les paysans en leur expliquant leurs conditions et préparer la révolution socialiste. Parfois même, ça donnera lieu à des organisations terroristes. On les retrouvera plus ou moins du côté des révolutionnaires de 17. Bon, mais là, le populiste, c'est celui qui va vers le peuple pour apporter les lumières et émanciper les paysans, parce que là, c'est des paysans, la Russie tsariste, les paysans de leurs conditions. Bon. Il n'y a pas d'élection, là. Il n'y a pas de programme. Voilà. Et puis, aux États-Unis, ce sont des fermiers qui s'organisent pour protester contre le taux d'intérêt des crédits qu'ils ont consentis et le prix du chemin de fer qui les étrangle, l'un et l'autre. Et donc, ils s'en prennent aux propriétaires des compagnies de chemin de fer, ils exigent la nationalisation, ils s'en prennent aux banques, ils exigent aussi la nationalisation, ils s'en prennent à Washington, qui sont des gens qui vivent au-dessus du lot d'une façon très différente, qui ne comprennent pas le problème des fermiers californiens, et ils s'en prennent à la fiscalité qui les écrase, etc. Ce genre de revendications. Mais ils créent un parti, le Populist Party, ils créent un parti qui présente des candidats, donc on est dans un système électoral compétitif qui ressemble un peu à ce que nous vivons, nous. Vous voyez, donc, enfin, c'est quand même déjà des choses très différentes. Voilà. Alors on pourrait beaucoup parler des formes sous lesquelles se présente le populisme, mais il y a depuis quelque temps en Europe, en effet, vous avez raison de le dire, Alexis, il y a en Europe une ébullition populiste qui se situe, dont l'origine se situe, enfin le point de départ, le départ en termes de manifestation se situe en gros à la fin des années 80. Un peu avant la chute du mur, puisqu'il y a déjà une première indication qui est le premier vrai score de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, c'est 1988, 14,4%. C'est vraiment là, il se passe quelque chose. En 81, Jean-Marie Le Pen, il n'est pas candidat à la présidentielle parce qu'il n'a pas pu réunir les signatures. En 1974, il est candidat, il fait 0,7%. Donc il n'est pas en forme. 0,7%. En 80, il n'a pas les signatures. Il pourrait penser que c'est la fin. En 88, il fait 14,4% à la présidentielle. 95, il fait 15%. 2002, il fait 17%. Vous connaissez la suite. Donc, il y a une espèce d'évolution de ce type qu'on constate en Europe partout. Nouveau parti, ancien parti, voilà. Alors, comment on peut essayer de les caractériser? Ce sont des partis qui mettent en avant ce qu'on appelle classiquement, dans l'analyse du populisme, l'appel au peuple. Ce sont des partis qui en appellent au peuple. C'est une formule, c'est de la rhétorique. Ça pose, si vous voulez, de la part de celui qui parle, la prétention à être celui qui va mieux représenter le peuple.
C'est-à-dire que si je suis un chef populiste, je vais vous dire, vous allez me suivre parce que moi, je vous comprends vraiment. Pas les autres, hein, qui font semblant de vous comprendre, qui ne veulent pas vous comprendre, qui vous trompent, qui vous mentent, hein, qui d'ailleurs aussi vous prennent de l'argent, hein, de différentes façons. Mais moi, je suis comme vous, je suis un des vôtres, et donc vous pouvez avoir confiance. Moi, vraiment, je suis du peuple, ou moi, vraiment, je suis un ami du peuple. Moi, vraiment, j'en appelle au peuple. C'est ça le discours populiste. Le premier critère, si vous voulez, c'est « je suis le vrai porte-parole du peuple ». C'est une prétention. Hein. Alors ça marche pas. Hein, mais voilà, c'est cette prétention-là. Deuxième caractéristique, qui vient aussitôt avec ça, si vous dites « appel au peuple », vous soulignez une façon qu'ont les populistes de présenter la société. C'est une façon extraordinairement simple, volontairement simpliste, pour être efficace. Et c'est une caractéristique. Hein. La société, elle se compose de deux entités. Vous avez le peuple et les élites. Vous voyez ? Le peuple et les élites. Les élites martyrisent le peuple. Aliènent, exploitent, volent, etc. Le peuple. Le peuple est victime des élites. Ça, c'est le discours populiste. Et si vous écoutez ce discours, vous allez vous sentir, vous, du côté des victimes. C'est rare qu'on se sente du côté des coupables quand on écoute un populiste. À part d'exercer une fonction de, je ne sais pas moi, banquier peut-être. Si vous êtes banquier, vous pouvez sentir que vous êtes visé. Mais sinon, vous vous sentez assez facilement que vous êtes une des victimes, parce que tout le discours populiste consiste à mettre la charge sur l'appartenance de l'auditeur au peuple victime. Et donc, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas des ouvriers, qui pourtant en France représentent la première classe sociale. Il n'y a pas des ouvriers, il n'y a pas des employés, il n'y a pas des cadres moyens, des cadres supérieurs, il n'y a pas des propriétaires, des gens qui sont locataires. Ça n'existe pas, il y a le peuple. Comme si tous ces gens-là avaient sur tout ça les mêmes intérêts. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Mais c'est parce qu'on cherche à uniformiser, à mythifier en quelque sorte. Et donc cette façon de décrire de manière très simple le monde social, national, en peuple, élite, est une caractéristique du populisme. C'est une tranche horizontale, vous voyez, peuple, élite. Si j'intègre, troisième critère, une tranche verticale, là je qualifie davantage une caractéristique qui est la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'étranger, qui peut aller jusqu'au racisme, jusqu'à la détestation de l'immigré. Et je dis tranche verticale parce que vous avez le peuple et les élites, mais dans le peuple, vous avez le peuple d'ici, légitime, à sa place, que l'on aime, et puis la populace qui vient d'ailleurs, les immigrés. Ça, c'est le peuple, mais on n'en veut pas. Voyez ? Et donc, vous avez, on pourrait faire comme ça, on pourrait classer les partis populistes en fonction de leur position sur cette double coupure, horizontale, verticale. Ça marche très bien. Alors, je vous dis aussitôt, vous ne serez pas surpris, les partis populistes qui font les meilleurs scores en Europe sont ceux qui ont les deux tranches, peuple contre élite, vrai peuple contre faux peuple. Il y a un parti en Finlande populiste qui s'appelle les vrais Finlandais. Vous voyez, c'est clair dans l'intitulé, les vrais Finlandais. Et la plupart de ces partis populistes, y compris le Front National, promeuvent ce qu'on appelle parfois en sciences politiques le chauvinisme social, moi ce que je peux appeler aussi l'ethnosocialisme, c'est-à-dire on propose de réserver l'État-providence aux vrais Finlandais, vrais Français, les True British qui existent aussi. Vous avez toute une série d'organisations consistant à dire nous n'avons pas beaucoup d'argent, on va le réserver à ceux qui sont vraiment d'ici, et donc on fait une coupure verticale cette fois-ci. Voilà. Ça, c'est un critère très important. Le quatrième critère que je peux citer, je ne les citerai pas tous parce que j'ai toute une série de critères, mais je ne veux pas être trop long. Le quatrième critère que je vais citer, qui est très important, c'est une espèce d'affirmation politique contradictoire. Vous trouvez combiné un discours hyper démocratique, la vraie démocratie c'est nous, on est la vraie démocratie bafouée, avec concrètement par exemple
l'éloge du référendum, et en particulier du référendum d'initiative populaire, hein, le référendum que l'on peut décider collectivement, si nous sommes suffisamment nombreux, à signer une pétition. Donc sur le mode, c'est comme ça qu'il faudrait gouverner, que le peuple puisse lui-même décider d'organiser un référendum, puis ensuite le référendum a lieu, et sur une question que le peuple a choisie, il tranche, ça c'est la vraie démocratie. Dans le détail, tout ceci demanderait beaucoup de commentaires, hein, mais je mets juste en avant l'affirmation hyper-démocratique. Nous sommes la vraie démocratie, avec une critique radicale de ce qu'on appelle la démocratie représentative. Donc les députés, les sénateurs, les élus ne sont pas légitimes, ce sont des apparatchiks, on n'a pas pu vraiment les choisir, etc., etc. Et ceci, donc, cette hyper-démocratie est associée à un comportement beaucoup plus autoritaire que dans tous les partis que l'on peut observer, puisque les partis populistes, en même temps, pratiquent une espèce de culte de la personnalité. Le chef, c'est vraiment le chef. Il est celui ou celle sur quoi tout repose. Hein. Vous n'avez pas de débat interne, hein, en tout cas visible, dans un parti populiste. Et donc cette espèce de combinaison d'un hyper-démocratisme avec une culture autoritaire est une autre caractéristique de ces partis populistes. Je voudrais ajouter une dernière caractéristique de type rhétorique et communicationnel que je présenterai de deux manières, très simplement. La première chose, c'est tous les orateurs politiques ont des moments de démagogie et d'outrance. Le discours populiste ne connaît que ce régime, démagogique et outrancier, au sens où les mots veulent dire cela. Hein. Et donc si vous lisez, si vous écoutez un discours populiste, vous verrez, c'est frappant, tout est dit avec beaucoup d'exagération, beaucoup d'outrance, il n'y a pas de problème qui n'ait sa solution, on a trouvé la solution. Par exemple, pour le problème de Peugeot, le Front National a une proposition, c'est que l'État soit propriétaire de Peugeot, voilà, une solution. Pour la dette, il y a une solution, le Front National, c'est on ne rembourse pas la dette, voilà, c'est une solution. Pour le problème de compétitivité, eh bien, c'est très simple, on ferme les frontières et on fait une taxe de 3% sur les produits importés, c'est une solution. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Hein. Et donc on vous assène ça avec une puissance, une force, mais constamment, on ne sort pas de là. Par exemple, je cite cet exemple qui m'a beaucoup intéressé, moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais vraiment, en deux mots, parce que c'est un petit objet significatif. La dépendance. Vous savez, quand les gens sont très âgés, c'est un problème nouveau qui apparaît, parce qu'on est des sociétés qui vieillissent. La dépendance, comment on fait, comment s'occuper des gens très âgés, ça complique beaucoup l'autre modèle social. C'est très coûteux, il va falloir trouver des solutions d'ailleurs, hein, parce qu'on ne va pas laisser les gens mourir dans la misère. Ça coûtera probablement 30 à 40 milliards d'euros par an. C'est un sacré problème à résoudre. On a deux solutions, si je simplifie les choses. Première solution, on crée une assurance sociale collective obligatoire. L'avantage, c'est que c'est égalitaire, personne ne sera laissé en dehors. L'inconvénient, c'est qu'on augmente les charges, les prélèvements, catastrophe. Bon. Deuxième possibilité, on dit à tout le monde, écoutez, vous vous débrouillez, vous vous assurez avec des assureurs privés, vous choisissez. Si vous n'êtes pas assuré, bien, vous vous débrouillerez. Si vous êtes assuré, vous serez pris en charge. Avantage, chacun décide, et puis on n'a pas de coût collectif. Inconvénient, l'inégalité qui peut être dramatique. Je vous laisse réfléchir à ça, mais vous verrez, ce n'est pas facile de trouver une solution. Le Front National en a une très simple, c'est on crée un impôt sur les transactions capitalistes internationales. Voilà. Donc c'est une solution très simple, très efficace, qui ne touche à rien, c'est-à-dire qu'on va aller prélever de l'argent sur les échanges capitalistes internationaux. J'imagine au même moment où le Front National décide de quitter l'euro et de ne pas rembourser la dette. Enfin, je ne sais pas comment tout ça peut se passer. Mais en tout cas, c'est dit avec une tranquillité désarmante. L'outrance et la démagogie. Mais ça a un avantage, donc ça c'est un aspect rhétorique très important. Ça a un avantage qui est que, sur le plan médiatique, c'est spectaculaire. Et donc, observez cela, et vous l'avez sans doute déjà observé, les populistes se reconnaissent au fait que, sur le plan médiatique, ils produisent un effet que ne produisent pas les autres, que ne peuvent pas produire les autres. L'homme politique, la femme politique qui va venir vous expliquer à quel point les choses sont difficiles, déjà, j'imagine que cela vous ennuie beaucoup de les écouter.
Et pourtant, ce sont parfois des explications qui sont véritables, authentiques, les difficultés sont réelles, incontestablement, mais le discours n'est pas spectaculaire. Il ne peut pas rivaliser avec un discours aussi simple et catégorique que celui que je viens de rappeler à propos du Front National, et on pourrait le dire à propos d'autres formations politiques comme le Front de gauche. Et donc il y a une espèce de... Alors, est-ce qu'il faut dire complicité ou empathie? Mais je considère qu'il y a au moins une empathie forte entre les médias et les partis populistes, les leaders populistes, en particulier lorsque les médias, c'est le cas, sont dans une concurrence qui tente à augmenter parce que les chaînes de télé se multiplient, les chaînes de radio se multiplient, parce qu'il y a des sites, vous avez une espèce d'offre médiatique, vous le savez, qui est considérable, très abondante, donc une concurrence très très vive entre les médias pour avoir de l'audience, et franchement, un populiste sur un plateau, ça vous fait l'audience. Ça vous fait l'audience. La meilleure audience en 2012, à part le débat Hollande-Sarkozy, c'est le débat, entre guillemets, Mélenchon-Marine Le Pen. Débat qui n'en était pas un, une espèce de bagarre générale absurde et confuse, mais qui a eu tous les succès. Et ma seconde remarque sur la question de la communication et de la rhétorique, qui est le dernier critère que je vous donnerai pour les populistes, c'est ceci. Les populistes ont tendance à viser dans l'argumentation moins souvent l'argument, plus souvent la personne qui parle. Ça, c'est très caractéristique. Celui qui parle est un vendu. On ne sait pas si ce qu'il dit est rationnel. Ça n'est pas la peine. On vous demande de faire l'économie de l'analyse de l'argument de l'adversaire en vous proposant de considérer la personne comme un escroc, un vendu, membre des élites cosmopolites, membre de la finance qui vous exploite, voyez, un menteur. Voyez, on qualifie la personne, on la disqualifie bien sûr, de telle sorte que son argument n'est pas audible ou n'est pas discuté. On ne discute pas les arguments, on attaque les personnes. Ça, c'est une caractéristique des populistes. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Mais dans la rhétorique populiste, dans le système du débat populiste, ça joue un rôle très important. Et alors dans les discours populistes, c'est absolument central. Si vous les écoutez, vous verrez, ça ne manque pas d'être une espèce de ligne de force qui organise la rhétorique populiste.